Alors, pour comprendre cette Côte d'Azur des années 50-60, il faut resituer le contexte. Le contexte, c'est un contexte international, c'est-à-dire la guerre froide. Donc, nous avons un tourisme chaud pendant une guerre froide. Et nous avons aussi un contexte national. Un contexte national qui est celui des 30 Glorieuses dont tu parlais tout à l'heure, qui est le contexte d'un boom économique que l'on retrouve dans toute la France. Et je vais essayer, dans ce contexte, de vous montrer 3 points. D'abord, quels étaient les modes de transport pour ce tourisme populaire. Ensuite, les hébergements. Tu en as parlé en introduction. Et quels étaient les loisirs de ce tourisme populaire. Alors, il faut se resituer dans un boom économique national, mais pas tellement per nautre, pas tellement pour nous. C'est un contexte dans lequel les activités économiques, industrielles ou agricoles sont en train de disparaître, et donc on se tourne vers le tourisme. Et là, je vous ai mis plusieurs images. La première, c'est celle de Matisse, avec cette affiche qui a été le symbole de ces années-là. Hein, elle a été peu tirée, elle a été tirée à 10 000 exemplaires. Elle est quand même symbole de l'ambiguïté de ces années. Ambiguïté qu'on retrouve au travers de 2 personnalités qui sont celles du roi Jean Médecin, Jean Denis, qui est le tourisme plus bourgeois, le tourisme établi sur Nice, et Virgile Barrel, le député rouge, qui lui est vraiment l'artisan de ce tourisme populaire. Mais en fait, ces 2 hommes que l'on oppose souvent sont très proches. Ils ont plusieurs points proches. Le premier, c'est qu'ils ont tous les 2 fait la Grande Guerre. Le deuxième point, c'est que tous les 2 sont de vrais amoureux de Nice. Le troisième, c'est qu'ils s'intéressent tous les 2 au tourisme. De manière différente, allez-vous me dire. Pas tellement, parce que tous les 2 s'intéressent à l'international. Alors, avec des connotations différentes, parce que Virgile Barrel, l'international, ça a une signification. Quoique, c'est quand même Virgile Barrel qui a eu l'idée de faire le palais des expositions. Pourquoi ? Parce que oui, il pouvait y avoir des réunions internationales au niveau du palais des expositions, mais c'est Jean Denis qui l'a réalisé. Donc vous voyez, ces 2 hommes sont en fait beaucoup plus proches de ce que l'on peut imaginer. Un a voulu un tourisme bourgeois, l'autre un tourisme populaire, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer au travers des quelques images qui vont suivre. Donc d'abord, les moyens de transport. Comment est-ce qu'on arrive à Nice pour ce tourisme populaire ? On y arrive bien sûr en train. Tout à l'heure, on a évoqué le mot comité d'entreprise. Les comités d'entreprise en 1950 sont nés depuis 4 ans. C'est tout neuf. Et il commence à y avoir pas mal d'argent puisqu'on arrive à acheter des châteaux, des castels. Mais en même temps, avec la création du tourisme populaire et Virgile Barrel, on a les trains à billets réduits. Vous voyez sur l'image en haut de la Vie du Rail, le Mistral. On part le soir de Paris, on arrive le matin à Nice. C'était extraordinaire. Et c'était populaire parce que c'était des billets à prix réduit. On arrive à la gare de Nice et si on n'a pas de voiture, on prend les bus, hein, et la SNCF met en place des autocars pour se promener. Autocars qui servent également à venir sur la Côte d'Azur. Ces autocars, souvent les voyages sont également payés par les comités d'entreprise. Donc on arrive
comme cela, en train, en bus, mais on arrive aussi en voiture. Alors, avec des petites voitures, là, vous avez en haut une image intéressante, c'est celle de l'arrivée de la Nationale 7 à Saint-Laurent-du-Var. Arrivée de la Nationale 7 à Saint-Laurent-du-Var, vous voyez les 4 chevaux, et idem, on est dans du tourisme populaire aidé par Tourisme et Travail, qu'avait lancé au niveau national Virgile Barrel, qui était, comme Jean Denis, un député. J'ai oublié de vous donner ses points communs, mais c'est amusant comme ces deux hommes étaient opposés et parallèles. Idem, il y avait les bons d'essence, il y avait des réductions de péages d'autoroute. Et la seule chose qui est restée de cette époque de tourisme travail, c'est les tickets vacances, qui avaient été aussi inventés dans ces années 50. Donc, on arrive par ces 3 moyens de transport. Maintenant, il faut se loger. Donc, si on parle du tourisme populaire, pas d'hôtel. L'hôtel, c'est pas bien vu, il n'y a pas de réduction pour les hôtels, on ne va pas à l'hôtel. Alors, où est-ce qu'on va on va dans des campings. Alors, dans les années 50, il y a peu de campings au début. Là, je vous ai mis la photo d'un camping qui se trouvait pas loin d'ici, qui s'est trouvé aux 2 routes de Marseille. La route de Marseille, c'est vers le boulevard René Cassin. Maintenant, c'est l'endroit où il y avait, pour les messieurs qui ont mon âge, c'est l'endroit où il y avait le bar des pilotes. Je n'en ferai aucun commentaire. J'ai entendu qu'il y en avait qui connaissaient. Donc, ces campings, ça va devenir quelque chose de très important sur cette côte d'Azur et ce tourisme populaire qui n'existait pas. Souvenez-vous, avant-guerre, on est encore dans le tourisme d'hiver, on est dans le tourisme de grand luxe. Là, on arrive dans un tourisme populaire et un tourisme d'été. Donc, ce camping, vous avez la photo des familles. On est autour du camping, dans des tables pliantes. Mais en 1960, on arrive à 160 terrains de camping et à 500 000 campeurs. Ça donne une idée de l'hébergement. Alors, il n'y avait pas que le camping. Il y avait également les petites caravanes, et c'est encore plus petit que le Castéo dont tu viens de nous parler. Là, c'était vraiment la toute petite caravane, avec des fabriques de caravanes à Nice même. Vous aviez, alors c'est très important, les clages, la jeunesse qui venait et qui faisait du camping. Il y avait également, on l'a oublié, l'hébergement chez l'habitat. Les gens recevaient, mes parents le faisaient par exemple, des gens du Nord qui venaient, on échangeait des recettes. Il y a eu aussi les relais internationaux. On a sur la Côte d'Azur, ça existe toujours, parmi les plus beaux relais qui soient en France, donc au monde. Soyons simples. Vous avez également, vous avez au milieu, ça c'est amusant aussi comme hébergement, c'était des tentes qui étaient des tentes de l'armée qui étaient réservées aux enfants des prisonniers de guerre. Donc j'y ai été, là, je pourrais en parler toute une après-midi tellement c'était désagréable. Tout à l'heure, les questions. Là, il pas audité. Gardez vos questions pour tout à l'heure. Oui, sinon, je vais pas faire mon quart d'heure. Et pour terminer ma troisième partie sur les loisirs populaires, qu'est-ce que c'est? C'est la prom, c'est la plage. Là, j'ai pris des photos où on voit la foule sur la plage. Cette foule qui agaçait parfois les Niçois copains de Jean Denis. Hein, c'est le tourisme, on appelait ça le tourisme du papier gras. Pourquoi? Parce que aussi dans l'histoire de Nice, c'est à ce moment-là que des gens ont fait fortune en vendant des pains bagnats. Les pains bagnats, à l'origine, c'était juste à la fin des parties de boules, en 1909. C'est Hérault qui nous raconte ça.
Alors qu'à ce moment-là, il y en a qui se disent, mais tiens, on va les faire manger parce que autant on ne va pas à l'hôtel, autant on ne va pas au restaurant. Mais on découvre le pembagna. Vous avez les chaises bleues. Alors je vous ai mis une photo de la famille Tordo. La famille Tordo, c'est la famille qui a inventé les chaises bleues, qui en fait étaient blanches au début. Qui étaient blanches, qui étaient en bois, elles ont été en fer telles qu'on les connaît aujourd'hui, un petit peu plus tard, toujours avec la famille Tordo, qui fabriquait, qui louait à la ville de Nice ces chaises. Alors là, juste très rapidement, une anecdote sur les loisirs. Quand nos amis du Nord venaient à la maison, on allait sur la promenade. Et sur la promenade, il y avait les chaisières. Les chaisières, c'était des dames qui se promenaient et qui vendaient des tickets pour qu'on ait le droit de s'asseoir. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec mon petit cousin? On était tous debout, on regardait la chaisière passer, nous on suivait la chaisière, nos parents, lorsqu'elle était loin, s'asseyaient sans avoir payé, bien sûr. On la suivait et lorsqu'elle revenait, on faisait semblant de jouer avec mon cousin, on revenait prévenir nos parents pour dire « Levez-vous, la chaisière va revenir ». Ça faisait partie des loisirs. Autre loisir populaire, le galus. Vous avez en haut le premier galus. Le premier galus partait en fait du port de Nice. Vous avez dans les années 60, petit peu plus bas, un galus plus chic qui s'appelait l'Ariel, mais au début c'était vraiment une espèce de grosse barge sur laquelle on s'entassait, et lorsque ça a été plus chic, on faisait les photos de famille. C'est aussi qu'est-ce qu'on faisait sur la plage? On faisait du sport. Vous avez la photo de ce magnifique jeune homme qui fait des barres parallèles. On faisait aussi du hula-hoop. Hein, souvenez-vous de cette époque populaire du hula-hoop autour. Et on est presque hors sujet, mais je n'ai pas pu me retenir pour une dernière photo. On cassait la tirelire pour offrir aux enfants un petit tour avec les ânes. C'était les ânes qui se promenaient autour du jardin Albert Ier et sur la promenade. Certains se souviennent de cette dame qui ramassait les crottins et qui les revendait ensuite aux dames pour leur géranium. Il me reste 2 minutes. C'est bien ça. Dans ces 2 dernières minutes, je voudrais revenir sur cette photo parce que l'histoire de cette affiche, je la trouve particulièrement intéressante et particulièrement drôle. Et intéressante parce qu'elle résume bien l'ambiguïté de cette époque et de ce tourisme niçois qui était celui du début de l'aéroport et qui était celui des vacances populaires. Les deux se sont mélangés et Jean Médecin a dit à son conseil, il me faut Nice est connu. Oui, merci. Nice est connu dans toute la France, mais Nice n'est pas connu au niveau international. On a la chance à Nice d'avoir Monsieur Matisse. Et Matisse, il est connu, lui, dans le monde entier. Donc on va lui demander une affiche pour faire connaître Nice. Qu'on ne s'amuse pas, on dit « Oh là là, Matisse, il fait des dessins, mon fils ferait la même chose, etc. etc. » Il avait la tête dure, c'était un niçois. Et donc il est allé voir Matisse à Cimier. Et il a dit « Monsieur Matisse, est-ce que vous pourriez nous faire une affiche ?» Matisse avait le tableau que vous voyez dans un coin de l'atelier. Il a dit « Écoutez, moi je vais vous donner ce tableau, vous pourrez en faire une affiche et je vous écrirai quelques mots. » Donc Jean Médecin était ravi, mais les mots que Matisse a écrits, ça faisait plutôt plaisir à Virgile Barrel parce qu'il a écrit « Nice, travail et joie ». Mais c'est toute l'ambiguïté aussi de Matisse, parce que Nice, pour Matisse, c'était l'endroit où il a pu travailler. C'était pour lui qu'il a écrit. Nice, c'était pour lui le plaisir, c'était le travail, c'était la joie. Et dernière ambiguïté de ce dessin, qui a symbolisé Nice pendant une décennie complète,
ce tableau où on a l'impression de voir la promenade des Anglais à partir du cours Soleil a été peinte à Vence, dans la Villa Le Rêve, et en fait, il n'y a pas du tout la mer derrière, c'est le palmier qu'il voyait depuis chez lui. Voilà l'ambiguïté. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Alex. Donc, on a là pas mal de pistes. D'ailleurs, dans ce que tu as abordé, les deux prochaines collègues intervenantes ont de quoi évoquer, puisqu'il va y avoir, alors ce sera Michel d'abord. Dans ce que tu as dit, Michel va s'emparer d'un sujet et parler d'un tableau. Je voulais dire le temps peut-être qu'on mette ce tableau venu du musée d'Art Maïf en lumière, dire une chose autour de Jean Médecin et Virgile Barréal. Je pense qu'effectivement, tu as bien fait de montrer comment il y avait ces joutes politiques entre Jean de Nice, donc le père de Jacques Médecin, Jean Médecin, qui a été maire de Nice de 1928 à 1965, qui a été président du conseil, on disait à l'époque générale, aujourd'hui départemental des Alpes-Maritimes, et qui, avec cette double casquette, en plus de celle de député, a contribué à vraiment développer le tourisme, à la suite de ses prédécesseurs, et secrétaire d'État aussi au tourisme, comme le sera aussi Jacques un peu plus tard. Voilà. Et en même temps, Virgile Barréal va lui donner cette dimension populaire en essayant de travailler pour que le tourisme des ouvriers se développe, et ce sera effectivement le cas. D'ailleurs, dans le projet de Barréal, il y avait cette idée que la Côte d'Azur soit la Crimée française. La notion de Crimée française a été échafaudée, élaborée, de transposer un modèle soviétique à la Côte d'Azur, avec évidemment toute autre chose que ce qu'on avait pu vivre auparavant. Et l'ambition de Barréal était très, très forte, et il va beaucoup œuvrer, parfois de concert avec Jean Médecin, pour développer ce que tu as évoqué, c'est-à-dire que les campings se développent, y compris dans les villes comme Nice. Donc des campings qui n'existaient pas avant-guerre se développent de manière très, très importante. Les fameux VVF, villages, vacances familiales. Voilà. Donc il y a tout un nouveau tourisme qui se développe et qui s'empare des villes, mais aussi progressivement aussi de l'arrière-pays. Donc ça, c'est un élément extrêmement riche, extrêmement important. Alors sur un des aspects que tu as évoqué, la plage, eh bien, Michel va pouvoir s'appuyer sur un tableau qui, moi, m'a toujours très intéressé du musée d'Art Naïf, un tableau de Jean Clissac que vous voyez ici. Donc voilà une image, un trésor d'images en Méditerranée, si on peut dire. Le voilà. Il date de 1982, si je ne me trompe pas. Je suis ravie de pouvoir venir parler de ce tableau ici. Bon, d'abord parce que je lui dois en 2 minutes toutes mes plates excuses, parce que, au contraire de toi, Yvan, moi, c'est un tableau avec lequel j'ai des relations assez conflictuelles. Ah mince, moi je suis un profane. Donc, Mais alors du coup, non, parce que finalement, voilà, tu m'as permis de me réconcilier avec ce tableau. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on peut se demander quels sont les liens entre le thème de la table ronde d'aujourd'hui et l'art naïf, au-delà de cette image-là. Mais en fait, il y en a énormément, parce que... Alors, moi, j'ai pas pris de notes écrites, j'ai des notes sur mon portable. Et comme j'y vois très mal, je vous demande un peu de patience avec moi. Tout simplement pourquoi il y a énormément de liens en réalité au-delà du tableau, dont je te rassure, je vais quand même parler. Eh bien, c'est déjà que l'art naïf, au-delà des clichés qu'on en a, et sur lesquels moi je milite presque de façon très passionnée pour que les clichés de l'art naïf soient un peu mis en arrière et qu'on arrive à véritablement voir cette forme d'art pour ce qu'elle est, enfin en tout cas à mes yeux et pas qu'à mes yeux, c'est-à-dire que c'est vraiment une forme d'art dont souvent les personnes d'origine modeste, qui ne sont pas du tout destinées à devenir des artistes, vont s'emparer d'une certaine façon de ce qu'on appelle la promesse d'émancipation de la modernité et se dire des artistes. Voilà, ça c'est un premier point qui nous relie aux différentes interventions. Autre point, c'est que, alors c'est beaucoup plus anecdotique, mais on reste dans l'histoire des châteaux, puisque le Musée international d'art naïf Anatole Jakobski se trouve dans le quartier Fabron, à Nice, et qu'il occupe un château, enfin un château, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas ça s'appelle bien le château Sainte-Hélène, ça fait partie des demeures
construite au moment des folies architecturales. Donc c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que cette architecture a pu évoluer et être comme un peu le château dont tu parlais tout à l'heure à Mandelieu. Voilà, donc il y a un certain nombre de points que j'avais relevés comme ça. Et puis c'est surtout que du coup, ce tableau, il vient nous parler de ce qu'essaie de développer ce musée à l'heure actuelle, autour notamment de la vie bonne. Bon, déjà, il est très intéressant parce que l'année dernière au musée des Beaux-Arts, on a travaillé, avant que je ne reprenne mes quartiers dans mon musée historique, autour de la représentation de la Côte d'Azur et comment est-ce que le paysage de la Côte d'Azur a été construit. Du coup, la représentation qu'on a là, elle répond à un certain nombre de règles qui sont dans les tableaux des peintres locaux de l'époque, les Mossa, du coup leur nom m'échappe, les Clément Roissal, etc., qui vont développer cette iconographie avec vraiment cette vue un peu surplombante sur la baie de Nice, avec le bleu de la mer, avec les palmiers que vous avez sur le côté, donc la végétation tropicalisée, etc. Donc elle répond véritablement aux impératifs du genre, sauf que là, on voit bien que c'est une foule qui est représentée. C'est très rare. En général, c'est parce qu'on va mettre en exergue dans les représentations, avec, je pense, une certaine tendresse de la part de Jean Clissac. On sait peu de choses sur Jean Clissac, donc c'est vrai que j'ai pas pu argumenter autour de son parcours biographique, mais en tout cas, cette image, elle renvoie, à mon sens, à une certaine tendresse pour cette population qui est en pleine vacances. Alors, il a fait 2-3 tableaux autour de Nice, Jean Clissac. Le second, qui répond exactement à la même thématique, s'appelle Les congés payés. Là, c'est mois d'août à Nice. Et puis, il a aussi peint une bataille de fleurs. Donc, vraiment sur ces loisirs populaires, sur en tout cas, cette façon de venir rompre avec la monotonie de la réalité, peut-être. Puis, ça, effectivement, on sent bien qu'il y a une rupture avec la vie quotidienne. Et c'est le deuxième point sur lequel je voulais en venir. C'est-à-dire que finalement, cette représentation, elle tourne un peu le dos à ce dont on a l'habitude. Je rebondis sur la journée d'études qu'on avait organisée au Musée des Beaux-Arts autour de cette donation de paysages niçois. C'est en fait, à un moment donné, Thierry Fabre, qui est bien connu, faisait cette distinction entre Marseille et Nice en disant que finalement, Marseille, c'est la Méditerranée, Nice, c'est la Riviera. Et qu'elle tourne le dos à ça, en fait, et que du coup, c'est une une représentation un peu iconoclaste, qui n'est pas inintéressante dans ce qui nous intéresse aussi, de cette représentation autre de la Côte d'Azur, de cette histoire autre. Et puis, pour moi, elle représente aussi un des axes de l'exposition qu'on a au mur en ce moment, qui s'appelle #Roser la vie, parce qu'elle reste dans cette représentation de la vie bonne, c'est-à-dire vraiment de cette capacité à jouir des plaisirs de la vie et à être hors valeur du travail, de la suroccupation, de l'efficience, etc., du rationnel, et que c'est une façon de développer, je trouve que cette image y répond totalement, l'idée d'une hétérotopie, selon le sens de Michel Foucault, c'est-à-dire vraiment avec ces valeurs inversées de la société qui se retrouvent vraiment sur un lieu qui est un lieu hors temps finalement comme la plage. Voilà. Je pense qu'elle elle aide véritablement aussi à voir comment est-ce que des artistes d'origine plus modeste se sont emparés de cette image des congés payés et de la plage et de la fréquentation de la Côte d'Azur.
voilà, je vais m'arrêter là, juste pour vous dire que finalement, je vous engage à venir voir ce musée et à venir voir tout ce qui s'y passe à l'heure actuelle, et justement de vraiment sortir de ce cliché de l'art naïf. C'est pas, ça peut être les petits chats, les petites fleurs et le rose, hein, ce qu'on a essayé de démontrer là, mais c'est que justement tout ça derrière, c'est une philosophie de la vie, c'est quelque chose qui se relie aux préoccupations contemporaines, c'est vraiment quelque chose qui se lie à la philosophie sociale et politique, et que voilà, c'est quelque chose qui nous permet de voir le monde non pas tel qu'il était, mais tel qu'il pourrait être. Et je pense que cette image en est aussi une représentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Alors, évidemment, on peut en historien essayer de tout simplement aussi d'écrire les choses, hein. C'est-à-dire, quand je dis un historien, c'est-à-dire n'étant pas vraiment spécialiste, mais de constater par exemple les corps, on en parlait avec Anne-Marie, hein, les corps dénudés par exemple, sans doute une époque où le monokini, voilà, au début des années 80 se développait sur les plages, et là on voit beaucoup de femmes au sein nu, par exemple, hein, voilà, puis des chiens présents sur la plage, alors que j'ai l'impression que c'est marqué interdit aux chiens. Voilà, donc une sorte de transgression. Hein, dans ce cadre-là, bon, effectivement, le côté massif, et puis le sport, regardez les bateaux, les planches à voile, la mode de la planche à voile, voire même déjà du parachute ascensionnel, parce que j'aurais pas pensé, tu vois, qu'à cette époque-là, il y avait déjà le parachute ascensionnel. Et puis aussi, ce qui m'a frappé à l'œil, c'est aussi les bâtiments. C'est-à-dire qu'il ne prend pas soin de forcément faire soin. Il n'a pas envie de montrer les hôtels, les choses comme ça. C'est une sorte de cadre un peu comme ça, on pourrait dire un peu déposé, voilà, un peu hors monde, ouais, effectivement. Donc voilà. Un monde, voilà, qui n'est pas un monde forcément idéal, mais c'est un monde qui représente une vision du monde en réalité. Et c'est souvent hors réalité, contrairement à ce qu'on pense, même si c'est de façon très minutieuse. Hein, mais par exemple, on va avoir un monde qui est hors industrialisation, hors pollution, hors présence humaine, par exemple, alors que c'est bien là, et que c'est volontaire. Et c'est pas parce qu'il représente l'agriculture au XVIIIe siècle, c'est parce que il représente le monde hors du productivisme et hors de la société de consommation et tout ça, volontairement. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Bon, ben alors, merci pour cette... je pense qu'il y aura peut-être des questions autour du tableau, et puis peut-être aussi d'autres pièces du musée d'art naïf, peut-être, effectivement. Alors, voilà, donc le dernier aspect de cette table ronde, alors évidemment, c'est pas exhaustif, mais un des aspects qu'a évoqué d'ailleurs Alex Benvenuto dans son propos, c'est l'automobile. Hein, c'est les moyens de transport. Regardez ces images de l'INA, vous voyez les images de l'INA qui mettent en scène dans ces années-là une autre plage. Alors on est plutôt du côté d'Antibes, là, vers la route qui mène on est en 68, là, au mois d'été, en août 68, où vous voyez quand même la foule des voitures. Ce qu'on a tout à l'heure pas précisé lorsqu'Alex Benvenuto a parlé de Jean Médecin, c'est qu'il va y avoir cette volonté de survenir à ces problèmes d'embouteillage. Alors je sais que ceux qui sont ici sur la Côte d'Azur savent que les embouteillages c'est une réalité encore bien présente aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment insupportable, hein, parce que l'autoroute s'arrêtait dans les années 50 à Villeneuve-Loubet, aux Bouches du Loup, ce qu'on appelait les Bouches du Loup, et donc ensuite il fallait décrocher de l'autoroute et passer sur cette route qui était la route du bord de mer, et cette route du bord de mer était effectivement saturée en permanence, et donc les embouteillages pour les touristes était une situation incontournable. Alors justement, à ce titre-là, Anne-Marie Granet-Abissé va aborder la route des vacances qui amène vers la Côte d'Azur, c'est la Nationale 7, effectivement, avec une Nationale 7 qui... c'est ça, d'accord. Avec une Nationale 7 qui amène les touristes, les véhicules jusqu'à Nice, Menton, enfin la Côte d'Azur. Et on peut considérer d'ailleurs qu'on l'a vu à travers plusieurs des interventions que la Côte d'Azur est un lieu d'arrivée, un lieu comme une sorte de fin en soi, hein, un point d'aboutissement. C'est qu'on descend, hein, en général, c'est comme ça qu'on se présente l'Hexagone. Hein, l'été, on descend vers la Côte d'Azur, comme l'a fait Le Corbusier, comme le font les touristes populaires venus des mines, et comme le font les automobiles qui viennent d'un peu partout à travers la Nationale 7. Merci Yvan. Pardon.
Merci Yvan et merci par l'invitation du CUM. C'est toujours un plaisir de venir ici. Et pour rester dans l'esprit à la fois de la commande, des trésors, des images de la Méditerranée, puis de ce qui a été abordé là depuis cet après-midi avec le voyage et aussi avec les loisirs populaires, eh bien, j'ai choisi d'aborder cette question des vacances populaires à travers un prisme ou un angle qui est celui de la route et pas n'importe quelle route, puisqu'il s'agit de la Nationale 7, dont on sait l'importance qu'elle a pour les vacances, mais en particulier pour la Côte d'Azur. Alors, c'était cette Côte d'Azur, parce que la Côte d'Azur, c'est la Méditerranée. Il y a des associations d'idées qui sont faites. Et pour les vacances de cette période, au temps de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire de la massification, mais aussi de la croissance des classes moyennes qui pouvaient partir en vacances, eh bien, la Méditerranée et particulièrement la Côte d'Azur incarne cette période. Alors, la Nationale 7, vous avez vu, j'ai mis deux choses qui sont d'ailleurs les éléments que je voulais reprendre. C'est bien sûr ce temps des loisirs balnéaires. C'est un article du Dauphiné Libéré, je m'expliquerai après. Et puis, cette Nationale 7, c'est justement l'endroit qui permet d'aller sur la Côte d'Azur en voiture, avec l'idée qui a été dite tout à l'heure, c'est qu'il y a une massification, y compris sur la Côte d'Azur, alors que d'habitude, on voit plutôt la massification de l'autre côté du Rhône, pour le Languedoc, avec les stations très très nombreuses. Et au contraire, la Côte d'Azur continue à avoir l'image de la Riviera, l'image de Gatsby le Magnifique ou de Hercule Poirot, et beaucoup moins celle de Dupont-la-Joie ou du Cornio. Et donc, en fait, cette Nationale 7, elle incarne tout ça jusqu'à ce que l'autoroute va la déclasser. Et d'ailleurs, c'est un peu le sens de cette image que j'ai mise, un peu nostalgique, d'une route vide, d'une route à l'automne, d'une route qui n'est plus adaptée à la demande de vitesse qui est de plus en plus croissante, et que, dans le fond, on ne prend plus pour venir en vacances de Lille ou de Paris pour venir sur la côte, parce qu'on va prendre l'autoroute A7 et puis l'autoroute A8, etc. Mais cette Nationale 7 connaît ce qu'on pourrait appeler un revival actuellement. C'est-à-dire que vous voyez à travers cette image que j'ai choisie, qui est issue d'un magazine spécial Nationale 7, c'est-à-dire qu'on va dans l'esprit de ce qui se passe actuellement, qui est des reconstitutions historiques, eh bien on fait revivre une période et on fait revivre le voyage par la Nationale 7 avec tout ce qui l'incarne. Et c'est finalement de ça dont je vais vous parler, de ce mythe finalement de la Nationale 7. Et ce mythe de la Nationale 7, eh bien, vous aurez bien entendu reconnu, et vous allez l'entendre, celui qui l'a un petit peu incarné, évidemment, c'est Charles Trenet. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. Nationale 7, il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Bon, on pourrait l'écouter, mais vous allez la chanter tout le soir, donc c'est pas la peine. C'est une douce nostalgie. C'est ça. Et donc, ce qui est assez intéressant avec ce qui pourrait 1955, ce qu'on pourrait appeler un premier clip, dans le fond, puisque musique, mise en scène, et vous voyez que Charles Trenet incarne finalement tout ce qui sont ces vacances de cette époque, la mer, et pas quand même les vacances quand même
bon, bien sûr, il y a tourisme et travail, mais c'est quand même le voilier. Le voilier, c'est une caravelle ou un vaurien qui, à l'époque, et puis évidemment, ce qui est aussi l'époque, et c'était vu aussi avec le tableau naïf, le bronzage. Le bronzage avec ce corps parfaitement huilé, bodybuildé, pourrait-on dire, hein, mais aussi... Il y avait des bedonnants dans le tableau. Oui, mais justement, c'est l'art naïf, hein, c'est ça qui est aussi intéressant. Lui, il est parfaitement bodybuildé, avec le maillot qui met en valeur son corps, disons. Et puis, véritablement, ce qu'il y a aussi, la gaieté, l'insouciance, et puis à qui va avec la musique, l'image. Et donc, on est véritablement dans quelque chose qui va être la création d'une histoire de la route qui débarque finalement en 1945. Or, pourtant, cette route nationale, qui ne s'appelle pas encore cette route qui a été royale au départ, qui va de Paris à la Méditerranée, elle est bien plus ancienne. Et dans le fond, elle a été un instrument de domination du territoire, un instrument de prise de possession du territoire et de gouvernance de ces territoires, d'abord jusqu'à Marseille et puis après jusqu'à Nice et Menton. Mais finalement, Charles Trenet et son mythe, eh bien, il va être suivi par d'autres productions, des productions à la fois de films, vous aurez reconnu Le Corneau, mais aussi des bandes dessinées, mais aussi le fameux jeu d'Émile Borne, hein, qui est de Lille à Menton, et puis aussi un certain nombre de reportages réguliers, tu me les mets, qui sont fait par la télévision pour rendre compte justement de ce départ en vacances. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'on retrouve l'image de la Nationale 7 qui n'est quand même pas bondée parce qu'on est quand même dans les années... Depuis ce matin, par la Nationale 7, des milliers de vacanciers arrivent dans le Midi. On retrouve ce que vous mettiez. Première escale de ces grandes vacances 1960, Marseille. Marseille où nous avons constaté parmi les véhicules une majorité de Parisiens. Viennent ensuite, comme chaque année d'ailleurs, les Lyonnais et les Belges. Oui, escale à Marseille, le temps de réaliser que la mer est là, le temps d'admirer notre vieux port et le temps peut-être aussi de déguster une bouillabaisse. Voilà. Non, parce que ce sont toutes ces vidéos. Et alors, donc, en fait, si on reprend ce mythe tel qu'il est lancé, qu'il fonctionne pendant cette période-là, eh bien, c'est vrai que... voilà, on va recommencer. Voilà. Eh bien, cette Nationale 7, eh bien, on va voir, il y a toutes ces images que l'on voit dans les reportages, ces images que l'on va voir dans les cartes postales, d'abord en noir et blanc, puis en couleur. Et puis, ces images qui sont aussi celles de la réalité. Cette réalité de la Nationale 7, dans le fond, elle n'est pas aussi... elle est bien sûr créée par les instruments du tourisme, dont le Touring Club de France, et avec ça, c'est à Menton. Mais aussi, cette Nationale 7, elle va aussi vendre des paysages. Parce que la route, c'est pas seulement pour venir, c'est aussi pour découvrir d'autres lieux, et en particulier des véritables lieux de cartes postales. Mais aussi, c'est aussi une nationale qui traverse des lieux moins emblématiques, notamment dans les périodes les plus récentes, toutes ces zones de commerciales un peu décrépites, ou même carrément des maisons qui ont été abandonnées, avec le fait que la route s'est déclassée. Et vous avez dans la Nationale 7 des lieux qui sont effectivement pas aussi charmants que ce que Trenet voulait bien raconter. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est justement comment, progressivement, ce mythe a été repris à partir des années 93 et surtout à partir des années 2000. Et ce mythe, en fait, il est dû à un homme. Alors, on a parlé d'acteurs niçois, mais là, vous avez un homme qui, dans le fond, a relancé quasiment le mythe de Charles Trenet de la Nationale 7. Cet homme, il s'appelle Thierry Dubois. Thierry Dubois, c'est un
passionné de voitures. C'est un éditeur, c'est un journaliste, éditeur de bande dessinée, et il a fait finalement de la National 7 l'objet d'une véritable entreprise. Et il incarne à lui-même la National 7 parce qu'il édite des bandes dessinées, il est le conseiller du musée Mémoire de la National 7, il va aussi organiser des tas d'ouvrages, il édite énormément, il a surtout refait le projet et emmenant avec lui un certain nombre de personnes avec des voitures d'époque et ils refont le circuit de la National 7 en passant, redonnant vie à tout ça. Mais surtout, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que il va donc recréer ponctuellement une forme de patrimonialisation de cette route, à l'instar de voulant faire de la National 7 la 66 aux États-Unis. Et en même temps, il a créé d'abord à La Palisse et puis dans la région à Tourves, eh bien, quelque chose que vous n'imaginez pas, sauf si vous y avez participé, c'est-à-dire que fuyant les bouchons au quotidien, eh bien, vous pouvez avoir, si le cœur vous en dit, tous les 2 ans, aller rejouer les bouchons de la National 7 à Tourves. Et donc, vous avez là un événement, je ne sais pas si j'ai beaucoup le temps de passer Alors, vous avez à Tourves une forme de manifestation patrimoniale, touristique, festive, avant tout festive, de la reconstitution du bouchon. On va en voir juste un petit extrait. Le bouchon arrive. Alors attention, parce qu'effectivement, hein, c'est la nostalgie qui s'exprime aussi. Oui, c'est ça. Ouais, alors, donc, tellement que France 3, à son journal national, fait un reportage. Merci, monsieur le gendarme. Merci. Allez, circulez. Pardon. Oui, non, tu mets les nostalgiques. L'autoroute A7 sera chargée et pour éviter bouchons et ralentissements, il existe une alternative, mais il ne faut pas être pressé. C'est la fameuse National 7 immortalisée par Charles Trenet. Voyager différemment en prenant son temps. Pour certains, c'est un art de vivre qui rappelle leur enfance. Sur la route des vacances, le reportage de Jean-Yves Serrand et Catherine Berthier. On les a rattrapés après Lyon, le long du Rhône. Là où la National 7 traversait hier de petits villages qui dorment aujourd'hui, à l'écart de l'autoroute et de la vitesse. Pour ces amoureux, la route bleue débute vraiment après Tain-l'Hermitage, quand on franchit l'Isère. À un demi-millier de kilomètres de Paris, pile à mi-chemin entre le pôle Nord et l'équateur. Ah bah déjà tout change, hein, le temps, l'étoile, les saveurs, les odeurs, on est vraiment dans le midi là. Thierry Dubois a écrit tout un livre sur la National 7. Pour lui, elle incarne d'abord une sensation toute bête, mais que l'homme a perdue sur l'autoroute, rouler à l'ombre. Bah déjà on roule sous les platanes, alors beaucoup les voient comme des vecteurs d'accident, mais en fait c'est un facteur d'ombre, bien reposant et bien agréable. On peut rouler en plein soleil, à l'ombre, avec plaisir. Pour mieux revivre la 7, Thierry en organise la descente en berline des années 60. Au menu, toutes les madeleines. Les arrêts fruits bien juteux au bord de la route, les pique-niques arrosés sur les talus où l'on se serre à l'ombre, avec tache de cambouis quand on veut repartir. Bref, prendre tout son temps sur la nationale. Et là où elle tourne le dos à l'autoroute, faire étape pour la nuit au village de Piolinc, dans le musée vivant de Dame National 7. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Ah, les années 60, déjà dans la chaleur de l'été, le chassé-croisé des juilletistes et des haussiens, et déjà, coincé dans les bouchons, les disputes. Moi j'en ai marre de ces vacances, hein. Je n'en peux plus. Je t'avais dit, je t'avais dit d'aller dans le sud. On est le National 7. Alors vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le premier reportage, vous aviez rapidement Thierry Dubois, qui est ce que j'appelle, moi, l'homme National 7 quasiment. Hein. Et dans le second, vous avez véritablement ce qu'on appelle les reconstitutions historiques, c'est-à-dire que vous avez comme un spectacle où les gens
sont à la fois acteurs dans leur voiture, et puis il y a les spectateurs qui viennent voir avec ce décalage, y compris des tenues, hein, puisque vous avez les gens qui sont tenus totalement comme vous et moi, et puis ceux qui se sont habillés en tenue de l'époque. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est, je vais aller très vite parce que je voudrais m'interroger sur pourquoi cette reconstitution de la Nationale 7 et pourquoi cet engouement, hein, pour cette Nationale 7. Alors, d'abord, parce que cette Nationale 7 est en train de trouver quelques usages nouveaux, et notamment, et à mon sens, c'est quelque chose qui va encore plus se développer avec toute la politique de lutte contre la voiture, et notamment le réusage des vélos, que l'on trouve d'ailleurs encore sur la Nationale 7, d'ailleurs avec un danger qui me paraît d'ailleurs tout à fait important, avec cet enfant qui roule, mais aussi avec l'idée qu'on va voyager autrement, avec des voitures soit très populaires, soit au contraire des voitures qui renvoient à une certaine catégorie sociale. Et puis, vous avez tous ces marques dans le paysage que les passionnés de la Nationale 7 vont voir comme une archéologie de cette Nationale 7, y compris ces stations-service qu'on ne reconnaît d'ailleurs plus et qui, à Valence en particulier, c'est un lieu de location de vélos. Les traces, bon. Et puis, vous avez évidemment ce musée. Mais la Nationale 7 a aussi ses concurrentes, je n'insisterai pas, parce que pour terminer, ce qui m'importe, c'est d'essayer de s'interroger. Pourquoi cet engouement pour cette Nationale 7, pour cette période des années 45, 70, 80, hein, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, ce que les historiens d'ailleurs maintenant appellent les 30 pollueuses, parce que c'est quand même les périodes où les 30, la période de développement majeur et de la voiture et de tout le développement industriel tant qu'il était encore là. Et derrière cette nostalgie, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Parce que, dans le fond, le phénomène, on pourrait en sourire, on peut en rire même, mais ce qui n'est pas intéressant, c'est d'en rire. C'est surtout de comprendre, comme en histoire, on essaye de le faire, qu'est-ce que ça dit de notre époque, qu'est-ce que ça dit de ceux qui le font. Alors, vous avez vu les mots qui ont été employés, le bonheur, le rire, la festivité, le temps des vacances, du bronzage, du soleil. Et je crois que c'est surtout ce temps-là qui est regardé parce que c'était le temps des classes moyennes pas encore déclassées. Et c'est pas pour rien que c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup depuis les années 2010-2015, tout simplement parce que c'était ce temps où la majorité des gens pouvaient partir en vacances, ce qui est parfois maintenant de plus en plus compliqué pour un certain nombre de catégories sociales. Et puis c'est aussi pour un certain nombre de personnes qui ne partaient pas le fait dans cette reconstitution de redevenir visible. Vous savez que très souvent on montre qu'une certaine partie de la société et qu'il y a beaucoup les invisibles. L'art naïf on pourrait dire que ça fait d'une certaine façon partie de ce que j'appellerais les invisibles. Et puis vous avez aussi surtout ce retour à certaines formes de la fête, à une certaine forme d'optimisme. Mais aussi, ce qui est surtout intéressant par rapport à d'autres constitutions historiques, comme le Moyen-Âge ou comme les batailles napoléoniennes, c'est que là, les gens qui reconstituent cette période sont des gens qui ont pu vivre cette période. C'est-à-dire qu'eux-mêmes étaient enfants, ou bien c'est leurs parents qui leur en ont parlé. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de mélange tout à fait intéressant d'un passé qui s'est arrêté, d'un passé qui paraît glorieux, d'un passé qui paraît être le temps du bonheur qu'on essaye de revivre, ou celui de ses parents qu'on essaye de revivre. Donc on est dans cette période quand même de notre société qui voit un avenir ou un futur pas très optimiste, et qui, le temps de quelques temps arrêté, eh bien, est en train d'essayer de revivre quelque chose qui lui paraît être beaucoup plus optimiste. En fait, eh bien, on peut se dire que voilà, la Nationale 7, on peut la lire comme la route qui amenait tout le monde aux vacances en Méditerranée, mais qu'elle est aussi maintenant devenue un lieu de reconstitution patrimoniale de ce temps. Et ce temps nous interroge quand même quant au présent que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup, Anne-Marie.